Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, en bref et en images, le groupe Maroc Télécom veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire. Le président du directoire de l'entreprise marocaine a été reçu hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au centre des échanges, les perspectives du groupe en Côte d'Ivoire. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant à cette signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les industriels du plastique. Il s'agit de la mise en activité des unités de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a procédé au lancement de ce programme de collecte, de tri et de valorisation des déchets plastiques. Un programme exécuté par l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Roger Appé, Sidonie Davila. Le tout premier site de collecte et de valorisation des déchets plastiques est situé dans la commune d'Atekoubé. Il a été créé par l'État de Côte d'Ivoire qui veut faire disparaître tous les désagréments causés par les déchets plastiques et offrir ainsi un cadre de vie sain aux populations. Il s'agit de faire en sorte que toutes les populations, notamment les jeunes et les femmes, puissent, dans cette activité de collecte, d'achat et de revente des déchets plastiques, s'impliquer et faire en sorte que d'ici quelques mois, tous ces désagréments visuels que nous avons par rapport donc à ces déchets plastiques-là, que tous ces désagréments disparaissent. La gestion du centre est l'affaire de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. La DDR s'appuie sur les ex-combattants pour mener à bien cette action. Pour contribuer à la résolution des problèmes de pollution liés à la présence d'énormes quantités de déchets plastiques dans les rues de Côte d'Ivoire, l'ADDR a initié ce programme qui a démarré dans sa phase pilote avec la formation d'ex-combattants venant de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ce projet innovant est une étape importante vers la création d'une filière de rachat et de recyclage des déchets plastiques. C'est également une bonne piste pour la création de nouveaux emplois, admet le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La mise en place de ce réseau micro-entreprises de collecte, de tri, de déchiquetage, de lavage et de séchage permettra de créer des milliers de kiosques à déchets employant 3 personnes et générant entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires mensuel. Une unité de valorisation employant 42 personnes pourra générer entre 7 et 10 millions de francs CFA par mois de chiffre d'affaires. Au total, sur une période de 2 ans, ce projet pourra permettre de créer 10 000 emplois nouveaux pour un chiffre d'affaires chiffré autour de 17 milliards de francs CFA. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers que sont l'ONUCI, la BAD, l'Union européenne et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement GIZ, l'État compte étendre la couverture géographique du programme de collecte, de tri et de valorisation des déchets plastiques. Évoquons à présent cet accord entre l'entreprise EDF, Électricité de France et un groupe agro-industriel africain installé en Côte d'Ivoire. L'accord de partenariat qui a été signé à Paris en France concerne une révolution technologique. Il s'agit de la construction de la première centrale électrique au monde, exclusivement alimentée par des résidus de palmier à huile, dont la puissance indiquée sera de 46 MW. La centrale électrique sera installée dans la région d'Aboisseau et elle permettra de créer 800 emplois directs dans le secteur du palmier à huile. C'est ce que nous dit Adama Koné. De la valeur ajoutée pour le palmier à huile. Désormais, l'écorce et les feuilles serviront à la production d'électricité. Le projet de centrale électrique à biomasse prendra forme dans la région d'Aboisseau. Mais c'est à Paris que vient d'être signé l'acte de naissance, à travers un protocole d'accord entre Électricité de France, EDF, et un groupe agro-industriel africain installé en Côte d'Ivoire. Le projet est baptisé Biocala. Ce projet va répondre au cadre ivoirien sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la production d'énergie. Le second, c'est une décentralisation de l'énergie en milieu rural et donc une création d'emplois en milieu rural. Et le troisième volet, c'est une capacité de pouvoir répondre à une différenciation d'origine des sources, car comme vous le devez le savoir, la Côte d'Ivoire est beaucoup liée au thermique.
et au gaz. Donc la biomasse est l'avenir de l'énergie ivoirienne. Sur le tableau technique du projet, le premier dans le monde, exclusivement basé sur les résidus de palmier à huile, l'on note 46 MW de puissance sur les 1632 qu'enregistre la Côte d'Ivoire. 400 000 tonnes de résidus à recycler annuellement et 800 emplois directs en vue. Montant de l'investissement environ 65 milliards 500 millions de francs CFA. Le projet Biocala a été enregistré à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec quelques 160 000 tonnes de crédit carbone par an. C'est bientôt la Tabaski, dans quelques jours seulement. Hier a eu lieu le lancement de la 8e édition de la foire aux moutons à l'abattoir de Port-Bouët, une initiative du district d'Abidjan à 48 heures de la Tabaski. Les organisateurs et les acteurs de la filière rassurent, le parc à bétail a été suffisamment approvisionné. Reportage Grace Kando. Dans moins d'une semaine, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Cette célébration marque la fête du sacrifice du mouton. Pour permettre à tout musulman de commémorer cet acte important, la traditionnelle foire aux moutons organisée chaque année par le district d'Abidjan a été ouverte ce mardi 30 septembre à l'abattoir de Port-Bouët. La foire de la Tabaski, nous avons conscience que c'est un acte sacré auquel nous conduisons nos frères musulmans à prendre part. Pour les acteurs de la filière bétail-viande, des dispositions ont été prises pour l'approvisionnement du parc à bétail. Le marché est suffisamment approvisionné et il y a les moutons de tous les prix. On va de 50 000 jusqu'à 200 000. Pour 100 000 consommateurs, nous avons plus de 120 000 moutons. C'est dans le souci de satisfaire tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Cette foire, la 8e du genre, a été l'occasion pour le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani de demander aux acteurs de la filière bétail de rendre accessible le coût du mouton. Je vous demande de consentir quelques sacrifices afin que le mouton soit abordable à tous les croyants, en évitant d'ajouter de faux frais au prix qui alourdissent déjà le budget des familles. À ce jour, ce sont 302 camions et 500 wagons en provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont ravitaillé le marché ivoirien en moutons. La Fondation Children of Africa de Dominique Ouattara a apporté son soutien aux parents d'élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Après la cérémonie de lancement de la caravane de distribution de kits scolaires, une équipe de la Fondation a mis le cap sur l'intérieur du pays pour offrir des articles scolaires aux écoliers. La caravane a marqué une halte dans le village d'Aondo et la ville de Diokro. Abiba Dambele-Sawé. La fondation de Mme Dominique Ouattara a visité successivement 3 localités de l'intérieur du pays. D'abord à Ondo, dans la région de Niamey-Tiassa, village de la sous-préfecture de Tabo. Ensuite Dimbokro, dans la région du Nzi. Enfin Kong, dans la région du Tchologo. Dans l'ensemble de ces 3 localités, ce sont au total 1500 cartables, 1500 tenues scolaires, 1500 kits, des cartons de craie, des ensembles géométriques, des ensembles sportifs, des ballons ainsi que 30 brouettes et 40 râteaux qui ont été gracieusement offerts aux élèves et aux différentes écoles des villes. La Fondation Children of Africa a également pensé aux enfants de la maternelle des 3 localités. En effet, à chacune, Children of Africa a offert un toboggan et une balançoire, ainsi que du matériel et des vivres pour les cantines scolaires. Madame Sissa Issatou, responsable de l'éducation de la Fondation Children of Africa, a traduit la vision de Madame Dominique Ouattara pour l'égalité des droits d'accès à l'éducation pour les filles et les garçons. Madame Sissé s'est également adressée aux élèves des différentes localités. À chaque rentrée scolaire, Madame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation, accompagne le ministère de l'Éducation nationale en remettant des kits scolaires, des tenues scolaires et des cartables aux enfants de la Côte d'Ivoire. Maman Dominique me charge de vous dire qu'elle vous a donné tous ces cartables et ces tenues pour vous permettre de bien travailler à l'école. Elle
vous demande de bien travailler pour pouvoir vous construire un bel avenir. Un geste très apprécié par les autorités préfectorales, municipales, parents d'élèves, élèves et cadres des différentes localités. À Ondo, l'honneur est revenu à M. Kofi Mermoz, président des cadres du village, de remercier la généreuse donatrice. Sentiment partagé à Dimbokro. En effet, Bilé Diemeleou, Amon Gabriel, le maire de la commune, a indiqué que les dons de la Fondation Children of Africa à l'endroit des élèves vont leur permettre d'aller à l'école, de bien étudier et de réussir. Pour Ouattara Isiaka, représentant le maire de Kong, la caravane de distribution d'effets scolaires par Children of Africa ne restera pas vain. Signalons que pour cette année scolaire 2014-2015, la Fondation Children of Africa prévoit de distribuer 6 000 cartables, 6 000 fournitures scolaires et 6 000 tenues scolaires dans plusieurs localités du pays. L'actualité hors de chez nous. Pour faire face au retour observé en RDC du fléau de la maladie du sommeil que l'on avait cru avoir éradiqué, le ministère de la Santé publique a lancé récemment à Kinshasa un nouveau test de dépistage rapide de la trypanosomiase humaine africaine, mis au point par l'INRB pour la détection et la lutte contre cette maladie. C'est à l'occasion d'une réunion scientifique à Kinshasa qu'a été lancé officiellement un nouveau test de dépistage rapide de la maladie du sommeil. Cette maladie, appelée aussi trypanosomiase, est un véritable fléau en République démocratique du Congo, avec 80% des cas signalés dans le monde. Ce nouveau test permettra d'obtenir le résultat en 15 minutes, mais surtout il ne nécessite pas d'être conservé au froid et se conserve 2 ans. Un outil efficace qui n'exonère pas de trouver aussi un traitement facile à administrer en dehors de l'hôpital. Si on peut avoir un traitement qui soit facile à être administré, qui puisse avoir le moins d'effets secondaires, nous pensons qu'il sera plus facile de traiter partout. On pourra ainsi accroître la couverture cette fois-ci en traitement. L'hôpital de Kinshasa a créé en 2002 une unité spéciale réservée aux malades de la trypanosomiase. C'est ici que viennent se faire soigner la plupart des malades des différentes provinces du pays. Le responsable de cette maladie, c'est la mouche tsetse et le parasite qu'elle transmet par sa piqûre. Elle provoque des troubles du sommeil, mais aussi des troubles moteurs, psychiques, neurologiques, qui, sans traitement, conduisent à la mort. Je souffrais de la maladie du sommeil. À cause de cela, je m'endormais tout le temps, j'étais très faible et je bavais. Je suis venue ici et depuis que je suis soignée, je me sens beaucoup mieux. Le problème, c'est le diagnostic. La trypanosomiase peut être confondue avec d'autres maladies, avec pour conséquence une prise en charge trop tardive. La maladie du sommeil au premier stade a des signes similaires au palu, à la tuberculose, à la fièvre typhoïde. Une personne à la maison peut soupçonner, après avoir vu des signes, une personne déjà informée peut soupçonner. Mais généralement, à la maison, on ignore, une personne ne peut pas conclure à la maison qu'elle est atteinte de la trypanosomiase. En mettant l'accent sur le dépistage, la République démocratique du Congo espère éliminer la maladie du sommeil comme problème de santé publique d'ici 2020. Malgré une légère baisse, ce sont plus de 5000 nouveaux cas qui ont été déclarés en 2013, mais on estime que le nombre d'individus infectés est probablement 5 fois plus élevé. Direction la France pour parler toujours santé. Dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, Paris promet de nouvelles aides à Conakry. C'est une visite improvisée mais fructueuse. La rencontre à l'Élysée entre les présidents Alpha Condé et François Hollande débouche sur une série d'engagements. Le chef de l'État français annonce l'envoi de 25 médecins pour aider à la consolidation du système de santé de la Guinée. François Hollande confirme aussi sa promesse d'installer un hôpital de campagne en Guinée forestière où se concentre le virus. Et enfin, Paris plaide pour l'ouverture des frontières entre la Guinée et ses voisins. Ce serait finalement le pire service que nous rendrions à la Guinée que de la confiner. La Guinée a de nombreux projets de développement. Les entreprises doivent continuer à y investir. L'économie doit se développer et nous avons confiance dans l'avenir de la Guinée.
C'est en Guinée forestière que se propage rapidement le virus Ebola. D'après un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a déjà fait environ 700 morts dans le pays. Plus de 1000 personnes sont infectées actuellement en Guinée, mais comme son homologue français, le président guinéen se veut optimiste. On peut guérir de l'Ebola et nous pensons que si la mobilisation se fait rapidement, non pas reste dans les promesses, nous pouvons enrayer l'Ebola très rapidement. Le chef de l'État guinéen salue les efforts fournis par la France qui a déjà débloqué au total 70 millions d'euros pour aider à la lutte contre Ebola. Alpha Condé rend aussi hommage aux ONG françaises comme Médecins sans frontières, très impliquées dans les actions de prise en charge de malades en Guinée. Et puis, on l'a appris il y a seulement quelques heures, un premier cas de fièvre Ebola a été diagnostiqué aux États-Unis. Le patient, qui revenait du Libéria, a été admis dans un hôpital de Dallas. Une autre personne arrivant de Sierra Leone est sous observation dans la région de Washington, sans lien avec le cas du Texas. Et maintenant, faisons un tour en Afrique pour l'actualité sur le continent. C'est en bref, en son et en images. La Fondation Mo Ibrahim a publié lundi son classement annuel des pays africains en matière de bonne gouvernance. L'île Maurice reste en tête, suivi du Cap-Vert et du Botswana. Les derniers de la classe sont la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée. Les deux pays qui enregistrent la plus forte chute dans le classement sont l'Égypte et la Libye. Celui qui a réalisé la plus forte progression est la Côte d'Ivoire. Le prisonnier le plus célèbre du Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, a été libéré pour raison de santé, mais il ne devra pas dépasser le périmètre de la capitale Bujumbura. Cette libération provisoire intervient après que des députés européens ont dénoncé la dérive autoritaire du gouvernement burundais et constaté la violation des accords de Cotonou. Pierre Claver Mbonimpa avait été arrêté le 16 mai pour atteinte à la sécurité de l'État. Il demandait une enquête sur l'entraînement paramilitaire de jeunes burundais sur le sol congolais. Le procès de Julius Malema a été reporté de près d'une année, à août 2015. Le leader populiste sud-africain qui comparaissait devant le tribunal de Polokwane dans le Nord est accusé d'avoir perçu des rétrocommissions au cours d'un appel d'offres truqué. Celui qui se fait appeler le commandant en chef, ancien président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, promet la saisie des terres agricoles appartenant aux Blancs et la nationalisation sans compensation des mines. Il a violemment pris à partie le président Zuma à l'Assemblée le mois dernier, lui demandant de rendre l'argent public utilisé pour rénover son ranch. Le Premier ministre malien a rencontré aujourd'hui le chef de gouvernement français Manuel Valls. Moussa Mara fait actuellement une tournée des donateurs qui avaient pris des engagements pour le plan de relance du Mali. Au cours d'une conférence parrainée par la France et l'Union européenne, les donateurs avaient promis un financement global de 3 milliards d'euros sur 2 ans. Rendons-nous maintenant à Hong Kong où les manifestations se poursuivent. Ensuite, nous irons au Japon pour parler de volcans, puis nous évoquerons les relations Lufthansa-Guinée. Mais avant, commençons par le bilan de tous ces candidats à l'immigration qui ont péri dans les eaux. Un chiffre qui mesure l'ampleur d'une tragédie. 3000 migrants sont décédés en Méditerranée depuis début 2014, selon l'Organisation internationale pour l'immigration. C'est un triste record. Ces clandestins se sont noyés ou asphyxiés. Ils sont morts de faim ou de froid alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Ils venaient pour la plupart d'entre eux d'Afrique ou du Moyen-Orient. À Hong Kong, la mobilisation ne faiblit pas. Des dizaines de milliers de personnes occupent toujours plusieurs quartiers de la ville. Lundi soir, le gouverneur a fermement demandé aux manifestants de lever le blocus, sans succès. Les militants pro-démocratie promettent de rester en place tant que Pékin ne leur accorde pas les réformes politiques promises en 1997 lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Les recherches sont suspendues au Japon. Mardi matin, les équipes de secours ont renoncé à gravir les pentes du volcan Ontake pour redescendre les corps des 36 victimes de l'éruption de samedi. C'est trop dangereux. Les fumées et les émanations de gaz toxiques empêchent toute approche, à pied ou en hélicoptère. Les autorités redoutent une seconde éruption. Après Air France la semaine dernière, c'est la Lufthansa qui est en grève. Les pilotes ont cessé le travail toute la journée mardi. À Francfort, une cinquantaine de vols ont été annulés. 20 000 personnes sont restées clouées au sol. Le mouvement touche surtout les longs courriers.
Les personnels s'opposent à des modifications concernant leur départ à la retraite. De terminer ce journal, sachez que près d'une semaine après l'assassinat d'Hervé Gourdel, les autorités algériennes affirment avoir identifié certains des ravisseurs de l'otage français. C'est le ministre algérien de la Justice, Tayeb Lou, qui l'a annoncé à la télévision. Souvenez-vous, un groupe dit des soldats du califat avait revendiqué l'exécution d'Hervé Gourdel dans une vidéo publiée mercredi dernier. Et puis, au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt national à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité. Le principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est soupçonné de complicité dans l'affaire d'un trafic international de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Voilà, fin de ce journal. On se retrouve demain, 6h30. À demain donc.